monté un projet qu'on a appelé le projet eau assainissement, justement. C'est parce qu'il y a des inondations. C'est aussi ça les compresses du Sahel. Il n'y a pas suffisamment d'eau, mais il y a tout le temps des inondations. Voilà comment ça se fait. Voilà, ouais. Donc il y a cet aspect-là. Comment il y a les villages qui s'agrandissent, il n'y a personne pour s'occuper des différents problèmes qui sont posés en termes d'accès à l'eau, en termes d'hygiène, etc. Donc on a essayé de monter de ce projet-là pour appuyer les populations pour maintenir un cadre de vie J'étais frappé surtout, Abdoulaye, par le nombre de personnes de la cinquantaine qui étaient frappées de cécité. On a de l'eau, on a accès à l'eau, mais l'eau potable et qui garantisse la santé de la population. Donc il y a des personnes qui n'ont même pas 60 ans et qui sont devenues aveugles. Parce que... respecter un milieu vital pour continuer à y vivre et enfin faire vivre ces populations. Ce serait pour nous un axe intéressant et important pour ce type d'objectif, préserver les milieux de vie, respecter les milieux, faire vivre les populations. Toute la difficulté se trouve à ce niveau-là. Qu'est-ce qui se passe? Au début, il n'y a pas d'eau. Le gouvernement, il ne va pas chercher très loin. Il n'y a pas d'eau, il faut créer des forages. Ça ne suffit pas. Parce que le milieu est très fragile. Dès qu'on crée un point d'eau, là où on a mis le point d'eau, c'est un milieu qu'on détruit tout de suite. Donc avant de créer ce point d'eau, il faut d'abord connaître le milieu. Il faut étudier le milieu. Le milieu, il est dynamique, il est vivant. On ne l'a pas suffisamment étudié. On dit qu'il n'y a pas d'eau, donc on met un forage. Là, par exemple, ça ne va pas. On dit en plein fer d'eau, là on va faire des cultures irriguées, des cultures maraîchères. Ça ne marche pas. Il faut des investissements. Il y a un forage agricole qui est là, il y a des aménagements qui sont réalisés, mais les populations qui sont là, ils sont là pour tout longtemps. Donc si vous mettez ça, au bout de 3 mois, ils sont déjà partis. Qui va en profiter? Personne. Je me rappelle une fois qu'ils avaient, soi-disant, pour scolariser les enfants d'école, créé qu'ils appellent des classes pour adresser. Ça aussi, c'est insensé. L'école ne vit jamais à bout. C'est des familles isolées. Et l'enseignant qui va suivre ses classes, comment est-ce qu'il va faire? Pourtant, ils ont créé ça. C'est vous dire, les politiques qu'on met en place, on ne dit pas de comprendre d'abord le milieu et les hommes. Comment fonctionne ce milieu? Quand on ne comprend pas comment fonctionne le milieu, on ne peut pas apporter des solutions par rapport à ce milieu. Parce que le Sahel il est très fragile. Donc les solutions qu'on va mettre en place doivent prendre en compte cette fragilité justement. Le mode de vie de ces populations. Si on prend par exemple avec toutes les crises qu'il y a au niveau de l'Afrique, pourtant les populations sont quasiment les mêmes dans toute l'Afrique. Pourquoi on n'a pas mis à profit cette parenté ethnique entre les populations des différents pays pour assurer une certaine stabilité, une certaine sécurité du village. On fait rien, on continue à créer des frontières artificielles alors que les populations elles donc voilà un petit peu cette vision politique qui ne correspond pas à la réalité des hommes, à la réalité du monde. Je ne sais pas si Abdoulaye, je peux ajouter quelque chose par rapport à cela. Il y a quelque chose qui m'a frappé au village. Et qu'est-ce qu'ils plantent? Je me rappelle qu'ils avaient organisé un séminaire international pour choisir les arbres qui seront plantés. Qu'est-ce que ça va donner? Après, quand plusieurs experts venus de partout à travers le monde, à la fin, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent qu'il faut planter les arbres qui existent déjà dans le Sahel. Pourquoi a-t-on besoin d'organiser un séminaire international pour nous dire après que vous allez planter ces arbres qui sont déjà? Et en plus, ces plantes poussent mieux si on ne les replace pas, s'il y a une régénération naturelle. Parce que
Il y a des animaux qui mangent les fruits de ces plantes. Vous prenez les crottes avec les graines, etc. Vous les jetez, ça pousse très bien, ça donne trop bien, ça résiste très bien. On n'a pas besoin de dépenser un sou pour ça donner. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? On utilise de grosses machines, on creuse des tranchées, on envoie des étudiants, on cherche des gens en France, ailleurs pour venir reboiser avec la télé, etc. On dit qu'on est en train de créer, on est en train de reboiser le Sahel. Ça n'a aucun sens. Ça n'a absolument aucun sens. Ça fait partie de ces politiques mal définies, mal pensées. Il y a un monopole de quelque part qui fait que ça n'avance pas ou ça statue, ça reste sur place. Hein? Est-ce qu'il n'y a pas un monopole quelque part qui fait qu'au lieu que ça avance, ça statue ou ça bloque quelque part? Ben, c'est le problème des décideurs syndicaux. Le problème des décideurs. Le problème des gouvernements. Ils peuvent venir avec toute leur science, s'ils ne montrent pas aux gens qui vivent personnellement là, ça n'avancera jamais. Moi je viens avec mon mouton, le mouton il mange bien qui est là, mais si on me dit pas, il faut que tu attaches ton mouton là et attache le peu là, on veut dire que je le sache. Et justement, le mouton, il faut qu'il mange, il faut qu'il monte. Là aussi, c'est ce que les gens n'ont pas compris. Parce que le Sahel, avec les troupeaux, c'est une coévolution depuis des millénaires. Tu ne peux pas supprimer du jour au lendemain les bétails disent que pour que la forêt puisse reprendre, régénérer, etc. Ça devient autre chose. Parce que qu'est-ce qu'on a remarqué? Par exemple, au niveau des parcelles de reboisement qui sont fermées, complètement fermées. Il y a des plantes qui repoussent, mais sous ces plantes, vous avez d'autres plantes rampantes qui les recouvrent et les tuent, les asphyxient et les tuent. Alors que s'il y avait le bétail, ces plantes n'allaient pas recouvrir les lignes, simplement. Donc vous voyez. Au niveau des forages, il y en a qui volent de l'eau, il y en a qui volent pas. Est-ce que ce n'est pas au niveau de... Il faut changer la manière. Il faut changer la politique. Parce que tout le monde, les pays civilisés, ils ne le laissent pas comme ça. Parce que c'est nous, il y en a qui n'ont même pas quoi manger, ils ont des milliers de bêtes. Et des côtés, vas-y, ils n'ont même pas quoi manger. Et ces bêtes-là, qu'est-ce que c'est? Rien. Et donc, c'est au niveau de la politique, au niveau de la mentalité, au niveau de l'éducation. Excusez-moi, là, c'est... Les plus grosses entreprises du Sénégal, il y a deux pays. Et ces deux-là ont des troupeaux qui ne servent à rien. C'est la vie. On va payer jamais son accord. Qui se sont plantés de 3 jours, mais dire bon bah on s'est planté, est-ce qu'on ne peut pas leur montrer ou peut nous prendre les gens qui sont là et trouver une solution, une autre solution, parce que le fait pourquoi vous avez dit le barrage il est là, il ne tient à rien. Pourquoi faire machinerie? Il est là. C'est la population qui dit, parce qu'il n'y a plus de poissons, il n'y a plus d'eau, il n'y a de rien. L'autre chose aussi, c'est que ça aussi c'est la perversité qu'on a notée au niveau du pays. Il y a des problèmes de développement qui sont là. Quand on regarde la façon dont c'est structuré, comment ça fonctionne, finalement, le programme, le projet qui est mis en place, il est là pour lui-même. Pour les gens qui travaillent autour, non pas pour régler un problème. Il y a un programme qu'on met en place. Dedans, moi je vais avoir ma grosse casquette, c'est ça aussi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Moi quand je suis là, je me suis amusé à compter les casquettes quand je suis là, les voitures. Les associations de développement. Quand je vois qu'il y a une grosse voiture, là, je regarde la personne qui est dedans, 85% ce sont noirs. Chez nous, on n'a rien du tout, on n'a pas de temps, on n'a rien. Tout le monde roule à 4. C'est ça. Je suis à 5 km de mon bureau dans Villefranche, c'est un peu de caca. Ouais, c'est ça aussi. Si tu veux, une sorte de réduction de la pression sur le milieu. Dans le même temps, quand les pluies ont repris, il y a moins de pression sur le milieu, il n'y a plus d'eau. Il est logique. Parce que aussi, le milieu, il est vivant, hein, il évolue, il est dynamique, etc. Le problème, quand on parle avec les changements climatiques et autres, c'est pas parce que le milieu, lui, va mourir. Non, le milieu, lui, va continuer d'évoluer. Le problème, la question, c'est que
le sens qu'il va prendre, est-ce que c'est le sens qui correspond à ce que nous voulons? C'est ça la question. Mais l'environnement, il prend une certaine direction. Est-ce que c'est une bonne direction pour nous? La question est là. Oui. Parce qu'à un certain moment, qu'est-ce qui s'est passé? Tout d'un coup, les éleveurs mauritaniens se sont retrouvés au Sénégal avec leurs bêtes. Alors que les superficies ne sont pas extensives. C'est comme si on avait multiplié la surcharge du milieu par avec le milieu et les restes. Donc forcément, ça a un impact. Quand il y a eu un peu déjà, ça aussi, ça libère. C'est un problème global. Hein? La mer qui gagne en surface sur les terres, c'est un problème global hein, au niveau mondial. Là, le Sénégal lui-même, il ne peut rien contre ce phénomène. C'est juste tirer dans le même sens que tout le monde. Au Sénégal aussi, il y a une question aussi qui se pose, c'est que les gens qui viennent habiter là où ils ne peuvent pas, il ne faut pas habiter là. Ça aussi, c'est un gros problème. Si on prend le cas de Rufisque, il y a des gens qui étaient indemnisés depuis une vingtaine d'années, on leur a même attribué des parcelles, etc. Mais ils ont refusé de quitter, ils sont restés. Et aujourd'hui, ils crient à droite, à gauche, voilà, il faut nous aider. Voilà, c'est ça aussi la réalité. Mais pour ce qui est de l'avance des mains, elle avance effectivement. On pense même que d'ici une cinquantaine d'années, Dakar va devenir une ville. Oui, aujourd'hui, cette semaine, c'est la semaine de la solidarité internationale. Donc, la RDF a organisé tout au long de cette semaine-là des activités. Aujourd'hui, c'était une conférence organisée par M. Abdoulaye Ndiaye. Donc là, on est devant Lélie, la conseil municipal de Val-de-Reuil, qu'on souhaiterait qu'elle donne son point de vue sur cette semaine de la solidarité internationale. Alors, bonjour. Alors, la semaine de la solidarité internationale, c'est quelque chose de fondateur, d'assez important pour les communes par rapport à des villes et des communautés, entre autres avec la RDF, avec la communauté sénégalaise. C'est vrai que c'est toujours avec plaisir qu'on accompagne leurs projets. On les a accompagnés dans le cadre du centre de santé, à une époque avec les jeunes qui partaient au Sénégal. Bon, là maintenant, comme la semaine de la solidarité, quelque chose un peu plus national, et bien d'autant plus que c'est avec plaisir qu'on participe. Et puis c'est avec beaucoup de plaisir qu'on a eu affaire à un chercheur qui a été tellement sympathique à écouter, parce que souvent avec les chercheurs c'est toujours un peu compliqué de comprendre, mais il a su utiliser les bons mots pour nous faire comprendre ce que c'était les difficultés au Sahel. Et on vous encourage à poursuivre tous ces efforts parce que c'est formidable. C'est formidable l'activité de l'association, qu'elle soit au Sénégal ou ici. Et puis la mairie de Val-de-Reuil se fera toujours un grand plaisir d'essayer de nous accompagner dans tous ces projets. Donc comme vous venez de le dire tout à l'heure, vous-même vous avez vu le résultat parce qu'en 2011, au mois de février, lors de l'inauguration du centre de santé, vous étiez parti avec M. le maire pour inaugurer le centre. Oui. Donc cette visite-là, elle vous inspire quoi? Est-ce que par rapport aux activités de l'ARDF, vous avez vu les réalisations de l'ARDF? Est-ce que les résultats vous satisfont ou voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Ce qui m'inspire, c'est que de toute manière, quand il y a une association, qu'il y a un interlocuteur local dans les deux pays, tout l'argent et toutes les choses qui sont données ou qui sont proposées pour aider à monter un projet, c'est pas de l'argent perdu, parce qu'il y a des gens qui pourraient croire que c'est de l'argent perdu et qu'on ne sait pas ce qui en est fait. Et là, c'est pas le cas parce que c'est suivi sur le terrain. Et le fait d'aller à l'inauguration et de voir ce centre de santé, de voir la sage-femme qui travaille dans ce centre de santé et qui a été formée sur notre territoire, c'est que du bonheur.
au moins on sert à quelque chose. Enfin, nos participations servent à quelque chose et puis on apprend aussi tellement de choses en allant, en voyant comment les gens vivent et puis vous nous apportez aussi plein de choses. Nous vous remercions de votre intervention. Merci. C'est un pays. Et puis les Sénégalais sont très accueillants. Ils sont à 90% musulmans. Il y a un peu d'animisme chrétien, un petit peu. Je vous en parlera plus parce que vous êtes les natifs du village. Et voilà, moi j'ai accompagné pendant 11 ans des jeunes. Tous les ans, on montait un projet, puis j'ai accompagné des jeunes au Sénégal. Et des jeunes Jeunes du lycée, jeunes de Val-d'Oreille. Alors tout est possible, et à partir de 17 ans, à peu près 16-17 ans, même si vous êtes mineur, ça n'empêche pas de pouvoir partir. Alors la seule chose qu'il faut, c'est les vaccins contre la fièvre, la fièvre jaune. Le palu, c'est un traitement. Et puis voilà quoi. Après, c'est une volonté, c'est une envie, c'est une passion. Quand on a envie, on y arrive. Même si c'est difficile, mais on peut toujours y arriver. Moi, c'est ce que m'ont appris les jeunes. Hein, c'est dès qu'ils ont monté le projet, puis qu'on a pu, à un moment donné, le construire, parce que ça met du temps. Hein, c'est sur 9 mois, il faut se projeter pendant 9 mois, puis vous avez d'autres préoccupations. Il y a le bac, et tout ça, mais ça n'empêche qu'ils ont réussi. Hein. Ils ont eu leur bac. Ça n'a pas empêché qu'ils aient leur diplôme. Ils étaient c'était en première, puis après ils passaient leur bac de terminale. À l'école, mais là, dans le projet, quand il y a un projet à construire comme ça, il y a une méthode. Donc après, vous pouvez la transposer aussi dans votre vie professionnelle ou scolaire. On part d'un constat ou d'une hypothèse, et puis on la décline un peu comme une thèse, antithèse, synthèse. C'est le même principe, mais pour un projet. Après, il faut trouver les ressources, etc., les financements, comment on fait, et puis aller rencontrer aussi les responsables en mairie, les adultes. C'est là, il vient de le dire. Vous savez que cette semaine, on est dans la semaine de la solidarité internationale. C'est quelque chose de très important. Vous qui êtes là, vous pouvez être acteur de la solidarité internationale. C'est pour cela l'idée d'organiser ça ici, même dans le lycée, c'est pour vous sensibiliser, vous montrer l'importance de la solidarité internationale. Bon, la preuve elle est là. Il y a Belaïd qui était parti avec les gens de la ferme depuis 1997. Ils ont mené des actions humanitaires à Dantiali, bon, un village que je vais vous présenter. Ça a été très constructif parce que c'est à partir de ce moment-là que, même au niveau de la mairie, qu'ils ont vu l'enthousiasme que ça a créé, que la réussite que tout ça a créé. Ils ont, à partir de ce mois, depuis le mois de février, on a signé un protocole de février 98, on a signé un protocole de coopération avec la ville de Val-d'Oreille. Et depuis, chaque année, jusqu'en 2008, ils organisent un voyage pour des actions humanitaires. Et au-delà de 2008, on a monté un grand projet pour la construction de centres de santé avec un budget de 122 000 € que je vais vous présenter aussi. Ça a été vraiment très bien pour le village de Dantiali. Au mois de février 2011, le maire s'est rendu à Dantiali avec une délégation pour l'inauguration de ce centre de santé. Donc, moi, je vais vous présenter brièvement c'est quoi l'ARDF, parce qu'aujourd'hui l'ARDF est très présente à Val-d'Oreille. Il faut que je vous présente une. Et puis il y a le grand Guénon, du haut Guénon. Cet oiseau de malheur, je regrette de l'avoir amené, mais il a mangé mes parents, il a mangé nos troupeaux, il a mangé nos moutons, il a mangé nos poules, il a mangé nos coqs. Mais il est de nous. Et l'oisillon, le bas de bec, pour avaler le ciel. C'est pour ça qu'on vous dit, hein, quand vous allez dans la forêt, ne ramassez pas n'importe quoi. Alors, il y a une moto là. Kumbabure kumbagayo
Magola redu salambure minima wala mi jara nene kay min kay dem ko Mariam Nyambalo Mariam Sall bogide medise buture sawi futa meden de bima senabe sawi futa meden be bima jabanebe mia futa men be bima waliyabe futa be bima sohna be matago futa hanki futa hande tapere da minare ege goyoro uje ud Koringona Allah Korine kadabela basal moja Basal non wana basal. Bonjour à tout le monde, hein. Donc comme je vous l'ai dit, on est là pour vous présenter notre association. Dans un premier temps, on va vous faire lire un diapo d'environ 5 minutes. Une fois que cette séquence-là est finie, bon, on va revenir sur certaines pour expliquer notre association, nos actions, nos réalisations et nos futurs projets, tout ça là, et en parler si vous avez des questions à la fin. Et vous pouvez, n'hésitez pas à poser des questions, on est à votre disposition. Voilà. On peut faire des projets au Sénégal, donc c'est ce qu'on a fait. On a senti cette là, on sait d'où on vient. On sait aussi qu'en France, il suffit de s'organiser en association. Nous, on est venu ici, on a trouvé déjà que l'association elle était déjà en place depuis 1971. D'ailleurs, je vais revenir quand même sur l'ARDF parce qu'on a une historique de l'ARDF. On a trouvé aussi nos parents qui étaient vraiment très actifs. Ils étaient vraiment très présents. On a trouvé qu'ils ont fait un bon travail. Nous, on a pris la relève. Donc, il se trouve ici à Val-de-Reuil. Donc, Val-de-Reuil, puis Camino, où Dantiali a de très bonnes relations de partenariat, de coopération. Notre objectif principal, comme on l'a dit, c'est de participer au développement du village de Dantiali et d'améliorer les conditions de vie de sa population. Ça, c'est juste aussi, on a juste résumé, mais on fait encore. On intervient aussi dans d'autres secteurs. Hein. C'est juste un résumé. L'ARDF a aussi d'autres priorités, celle de favoriser l'insertion des jeunes à la citoyenneté française, promouvoir et sensibiliser les jeunes. Wow. Donc là, c'est pour montrer notre volonté. D'abord, on montre l'exemple de soi-même d'abord avant de solliciter ailleurs. Donc pour commencer, des fois on apporte de grosses sommes pour participer à notre projet. Sinon, les cotisations, c'est juste 10 € par mois. On a aussi la ville de Val-de-Reuil. Je vais revenir parce qu'il y a aussi l'historique sur la coopération. On a aujourd'hui de très bonnes relations avec Val-de-Reuil. Bon, je cite l'exemple des sapeurs-pompiers de Trappes, là, comment ça s'appelle encore? Ouais, centre de secours et d'incendie des civils qui nous ont offert une ambulance que vous avez vue égarée devant la station, devant le centre de santé. Les hôpitaux de Paris, aussi, on a aussi un partenariat avec eux, ils nous ont donné du matériel. Donc tout ça là, c'est nous qui faisons ça pour envoyer ça au village. Donc il y en a aussi. Voilà. Vous voyez ça, c'est le centre de santé. Il a été inauguré officiellement 28 février 2011. Mais il a commencé déjà à fonctionner depuis le mois d'août 2009. La construction, il a débuté en 2008, je crois. 2008, juillet 2008, ils ont fait une année. Donc ça, c'est vraiment... Ça, c'est notre fierté, hein, pour vous dire. Parce que là, ça a mobilisé une somme de 122 000 €. Bon, il n'y a pas que l'ARDF. Hein. Au Sénégal, on a aussi des gens très quand même, c'est une élite là, des gens vraiment qui savent monter des projets, on travaille avec eux. L'ARDF, c'est aussi une section de ADA. Ça veut dire l'ADA, c'est Association pour le développement de Dantiali. Ça regroupe tous les gens de ce village-là. Donc nous, on est une branche de cette association. À Dakar, ça s'appelle ADA Dakar. Donc eux, pour ce projet-là, on a travaillé avec ADA Dakar. On a monté le projet ensemble
parce que le projet là, ça intervient au niveau même de la coopération franco-sénégalaise. Donc ça demande vraiment beaucoup de choses. Il fallait passer par le ministère des Affaires étrangères, c'est tout ça là quoi. Donc eux, ils ont joué leur rôle au Sénégal, nous on a joué notre rôle en France, sans oublier la ville de Val-d'Oreille, qui nous a soutenus dès le début, non seulement financièrement, mais aussi ils nous ont donné des conseils, tout ça là, à monter le projet. Voilà, ça a coûté environ 122 000 €. Aujourd'hui, on est très content et on a vraiment, les conditions de vie des gens à Dantiaï ont vraiment changé. Ça, c'est moi qui vous le garantis parce qu'on a même vu ça de nos propres yeux. Voilà l'ambulance qui a été offerte par le centre de secours et d'incendie des civils par l'intermédiaire de M. Abdoulaye Ndiaye. C'est lui qui a joué les démarches auprès de... Aujourd'hui, l'ambulance, il est garé devant le centre de santé.